Bonjour, mon nom est Marc Plamondon. Je suis responsable de la sanction des études et de l'administration des épreuves ministérielles en formation professionnelle et conseiller pédagogique en évaluation au service éducatif. Dans cette courte vidéo, nous allons aborder la gestion et l'administration des épreuves ministérielles, un bref survol, devrais-je dire, de la gestion et de l'administration des épreuves. Alors, sans plus attendre, allons-y. Alors, petit rappel, il existe évidemment deux types d'épreuves en formation professionnelle. Nous avons les épreuves ministérielles et nous avons les épreuves d'établissement ou épreuves locales. Et là, évidemment, là, je n'adresse là, que les épreuves aux fins de la sanction. Pour les épreuves ministérielles, il faut se rappeler qu'ils sont la propriété du ministère de l'Éducation et qu'ils sont imposés par le ministre en vertu de la loi sur l'instruction publique à l'article 463. Elles sont élaborées donc par le ministère de l'Éducation et présentées lors d'une séance de validation, ce qui fait qu'elles doivent être administrées telles quelles, sans aucune altération. Et elles ne peuvent être utilisées que pour les fins prévues par le ministère. Je vous rappelle qu'elles sont la propriété du ministère et donc que nous sommes des mandataires, nous ne sommes que des gens qui administreront leur épreuve, mais ce sont leur propriété intellectuelle. Donc vraiment, il est interdit de les modifier ou de faire quelques altérations que ce soit. J'oserais dire sous réserve d'emplacement où c'est précisé que nous pouvons avoir un certain contrôle. Je pense, par exemple, à des métiers comme mode et confection, des DEP comme mode et confection de vêtements, ou par exemple, on va permettre dans la gamme de montage de choisir certains éléments. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est sous la responsabilité de l'établissement de venir bonifier l'épreuve ministérielle. Mais à moins que l'épreuve ministérielle ne prévoie des altérations possibles ou ne prévoit des choix par l'établissement scolaire, l'épreuve doit être administrée telle qu'elle avec les technologies mentionnées, si c'est le cas, les produits mentionnés, les processus mentionnés, les critères qui sont choisis, les pondérations, etc. Donc, on ne peut rien changer. Au niveau des épreuves d'établissement, bien évidemment, elles sont la propriété du centre de service scolaire et plus spécifiquement sous la responsabilité des établissements. Elles sont élaborées et administrées selon les modalités qui ont été établies par le centre dans leurs normes et modalités en évaluation des apprentissages. Et évidemment, elles respectent le programme d'études et tiennent compte du cadre d'évaluation des apprentissages. Pardon. Donc, quelles sont nos responsabilités maintenant comme organisme scolaire? Au niveau du centre de service scolaire, il s'agit évidemment de s'assurer de l'application des règles de sanction et de l'élaboration par les centres des épreuves d'établissement. C'est également elle qui va s'assurer que la conservation des épreuves administrées aux élèves et du matériel d'examen. Plus spécifiquement, on va aller demander aux établissements de le faire selon certaines balises et on va s'assurer ensuite que cette conservation-là, elle est conforme là, aux attentes du ministère. C'est aussi le centre de service scolaire qui va me nommer, donc nommer une personne responsable de la sanction des études et de l'administration des épreuves ministérielles. Comme responsable de la sanction des études, mon rôle est d'assurer dans un premier temps une communication bilatérale avec la direction de la sanction des études. Donc, à la fois, je reçois les infos sanctions, donc les bulletins, les courriels, les informations de la DSC et je les transmets aux parties concernées, donc généralement aux directions d'établissement, conseillers pédagogiques, à l'organisation scolaire, etc. Je vais également assurer une communication dans l'autre centre, donc lorsque des épreuves sont problématiques, lorsque des épreuves sont désuètes, lorsque des épreuves posent problème, mais c'est également moi qui va s'assurer de faire les démarches afin de faire des représentations là, pour que soit l'épreuve soit retirée ou qu'on puisse la modifier ou qu'elle soit plutôt modifiée. C'est également moi qui va m'assurer de la confidentialité des épreuves et du respect des règles d'administration des épreuves. Donc, je vais généralement visiter les centres une fois par année à cet effet. Je vais également m'assurer de la coordination des règles de sanction dans les établissements et de l'administration des épreuves conformément aux règles établies. Au niveau des centres, maintenant, la direction, évidemment, elle a certaines obligations. Planifier l'épreuve, pas la planifier comme un prof le ferait dans sa planification pédagogique, mais plutôt planifier l'horaire de l'élève, la compétence, etc. S'assurer que la confidentialité des épreuves est maintenue, notamment en les entreposant dans un lieu sûr jusqu'à leur administration ou après leur administration, de veiller au respect du droit d'auteur dans l'utilisation des épreuves, de disposer des salles, du matériel, de la disponibilité du matériel, etc. Elle va s'assurer également que les mesures d'adaptation
des conditions des épreuves ministérielles conformément au plan d'aide à l'apprentissage des élèves ayant des besoins particuliers ont été mis en place ou seront mis en place. Donc, la direction est la garante là, de ça. Au niveau des enseignants, évidemment, c'est vous qui avez la part du lion. C'est vous qui administrez l'épreuve, qui la préparez, qui la corrigez. Donc, évidemment, c'est sans, sans surprise que c'est vous qui avez le plus de responsabilité dans la chose. Donc, d'abord, évidemment, de préparer les élèves en respectant strictement les règles ministérielles. Donc, s'il y a du temps alloué pour de la préparation, s'il y a des discussions qui sont permises, s'il y a des documents préparatoires à fournir à l'avance, mais ça veut aussi dire être transparent. Donc, la valeur de transparence, c'est informer l'élève sur quoi il sera évalué, par exemple la durée de temps qui sera permise, les critères de performance qui ont été retenus, les pondérations qui ont été retenues, la nature générale, de façon générale, de la tâche qui sera à faire. Ensuite, c'est d'informer les élèves pardon, à l'avance des règles concernant le matériel autorisé et les conséquences d'une tricherie. Donc, ce n'est pas le jour de l'examen qu'on doit leur dire qu'ils n'ont pas le droit à leur cellulaire. On devrait évidemment dire ça à l'avance. S'il y a du matériel à apporter également, donc s'il y a un coffre à outils, un casque, des bottes, euh, etc., s'il y a de la préparation à faire à l'avance, donc l'élève doit être informé avant le jour de l'examen et on devrait toujours informer que ben, s'il y a cas de tricherie, on devrait leur dire ben, c'est un zéro automatique. Il n'y a pas de photo, là. C'est zéro qui arrive automatiquement à la compétence. Ben, dans le cas, à l'examen, donc échec à la compétence. Préparer le local, vérifier la disponibilité du matériel, accueillir, identifier les élèves, prendre les présences si on veut. S'assurer que les seuls objets autorisés soient sur les bureaux. Donc, évidemment, le jour de l'examen, c'est de faire le tour, s'assurer que ce qui est amené en classe, c'est uniquement les choses permises. Dans le cas des cellulaires, on sait, on travaille avec des adultes, des parents, donc il peut y avoir un certain stress à laisser peut-être des fois le cellulaire au casier. À ce moment-là, c'est peut-être de prévoir une boîte ou un emplacement sur le bureau du prof où l'élève peut déposer son cellulaire. Évidemment, si l'élève reçoit un appel ou doit prendre un appel, bien, ça termine immédiatement son épreuve. Donc, peut-être informer l'élève de cette situation, mais normalement, on le laisse tout simplement dans le casier, c'est plus simple. Lire les consignes. Avant de commencer l'épreuve, on va lire les consignes à voix haute. On va faire remplir le bloc d'informations, donc la partie, le nom de l'élève et sa signature, la date, le groupe dans certains cas. Donc, on va les lire à voix haute, les consignes. C'est bien important. C'est une obligation là, qui est mentionnée dans presque tous les cahiers de l'examinateur. Pendant la passation de l'épreuve, maintenant, on va assurer la validité de l'épreuve. Ça veut dire de s'assurer qu'il n'y a aucune traduction, aucun indice qui est donné à l'élève. On ne laisse jamais la salle sans surveillance. Si comme enseignant, on doit quitter, je pense entre autres dans des cas où les épreuves sont particulièrement longues et l'enseignant là, pourrait avoir à, à quitter la salle pour X raison, ou s'il doit un élève se désorganise et qu'il il doit accompagner l'élève, on ne laisse jamais la salle seule. On contacte un collègue, on contacte la direction, on attend qu'un surveillant arrive et à ce moment-là, on peut quitter. On va interdire les échanges de matériel, de documents, d'ouvrages dans le cas de machines qui seraient limitées dans le centre. On va s'assurer que les élèves ne seront pas en file à attendre après la machine et qu'ils ne sont pas en train de jaser, comme on dit. Donc, on va s'assurer de gérer l'accès aux machines, l'accès au matériel, de telle sorte qu'il n'y a pas de possibilité d'échanger de l'information entre les élèves pendant ces moments-là. On va gérer le chronomètre. On va gérer le chronomètre toujours en tenant compte des élèves ayant des besoins particuliers. Donc, si du temps supplémentaire, donc un tiers-temps, par exemple, a été accordé à un élève, que ce soit en apprentissage, en théorie ou en pratique, ben, le tiers-temps peut être appliqué. Donc, s'il est applicable, s'il est reconnu dans le plan d'aide à l'apprentissage, ben, à ce moment-là, on va devoir le gérer de façon différenciée. Gérer le chronomètre, ça veut aussi dire informer les élèves du temps qui reste. Ça peut être au tableau, ça peut être verbalement. On va contrôler les déplacements. On va exiger qu'un élève soit accompagné s'il doit sortir de classe. Donc, si un élève doit quitter, de la même manière que si nous, comme enseignants, on doit quitter, on va s'assurer d'avoir un surveillant. Si l'élève doit quitter dans le corridor, ce qui serait vraiment un cas exceptionnel, ben, on devrait s'assurer qu'un surveillant, soit nous, on l'accompagne, soit un surveillant l'accompagne. Dans un cas d'un élève qui est suspecté, soupçonné de tricherie, ben, c'est de saisir immédiatement le questionnaire, les feuilles réponses, le matériel incriminant, etc., et de l'expulser immédiatement.
après l'épreuve, évidemment, c'est de récupérer tout le matériel. Ça veut dire les questionnaires, les feuilles-réponses, les brouillons, les grilles d'observation que vous auriez pu utiliser. Donc, tout ce qui a été utilisé pendant l'épreuve devra être récupéré. Ça peut vouloir dire aussi récupérer des pièces de tissu, des objets physiques, des productions qui ont eu à faire et évidemment de les entreposer de manière sécuritaire. Ça va être de vérifier les copies, donc leur intégrité. On veut s'assurer que toutes les pages sont là. On veut s'assurer que le bon nombre de copies nous a été redonné, incluant les absents. Donc, s'il y a des copies en absence, il faudra les retourner au bureau des examens. Donc, si j'ai eu 24 copies dans mon enveloppe, quand je récupère tout, je devrais avoir 24 copies dans l'enveloppe. Peu importe le nombre d'absents, il y a le même nombre de copies qui a été pris par l'enseignant. Il y aura le même nombre de copies qui devraient être retournées par l'enseignant. Sécuriser les documents en insérant tout le matériel dans l'enveloppe prévue si c'est le fonctionnement chez vous et le ranger dans un endroit sécurisé. On parle d'un bureau barré, d'un classeur barré, donc un emplacement où aucun élève ne peut avoir accès. Dans le doute, vous pouvez toujours demander à votre direction s'il est possible de déposer au bureau des examens, surtout si vous avez une longue période de temps entre l'évaluation et le moment où vous aurez l'opportunité de corriger. Donc, si vous savez que la correction, vous allez devoir la faire la semaine suivante, donc dans 5 jours, dans 6 jours, dans 16 jours, il est probablement préférable de déposer au bureau des examens votre document non corrigé, pardon, et d'aller le récupérer au moment de faire votre correction. Vous aurez à documenter les incidents, que ce soit dans les cas de tricherie ou dans les cas de règles de verdict. Il faudra documenter sur les documents officiels ce qui s'est passé. Ça peut être sur la fiche d'évaluation, dans la section commentaires que vous retrouvez en bas. Ça peut être une page écrite à la main ou à l'ordinateur que vous agrafez avec l'épreuve sur laquelle vous avez apposé votre signature, par exemple. Ensuite, évidemment, vous devrez corriger les épreuves, remplir la fiche d'évaluation. Vous devrez en tout temps protéger la confidentialité de l'épreuve en s'abstenant de reproduire ou de conserver toute partie de l'examen ou trace d'évaluation. Donc, une fois que vous avez fini de corriger, les enseignants, on ne conserve pas de copie, on ne conserve pas de cahier de l'examinateur, on ne conserve pas de traces non plus, de grille d'observation, etc. On va tout envoyer au bureau des examens. Dans le cas des traces d'évaluation que j'appellerais encombrants, par exemple, ça peut être une pièce physique, un produit de grande taille, un assemblage en atelier. Mais dans ces cas-là, les traces devront prendre probablement la forme soit d'une grille d'observation dans le cas où c'est impossible de les conserver, soit elles devront être conservées dans un endroit sécuritaire. Ça peut être dans un casier, dans un chariot qui est mis dans un endroit qui est verrouillé. Donc, toutes ces traces-là devront être conservées pour une période normalement minimale, les traces d'évaluation, de 30 jours. On vous recommande même d'aller jusqu'à 40 jours pour nous assurer de pouvoir répondre à toute demande de révision d'un résultat qui pourrait survenir, selon le règlement, dans les 30 jours suivant l'obtention du verdict par l'élève. On remet tout ça à l'enveloppe, on met tout ça à la personne désignée par la direction. Dans certains cas, je pense entre autres aux employés de soir, donc les enseignants de soir, ça peut des fois être à travers une chute sécurisée. Donc, si c'est une chute sécurisée, il faut vraiment qu'elle soit dans un emplacement barré, donc peut-être une fente, un peu à la manière d'une fente postale de porte, là. On va glisser l'enveloppe, ça tombe dans un bac. Le bac de l'autre côté, il est barré, il est fermé, donc il n'est pas accessible à tout le monde. Donc, c'est possible si votre direction a mis en place ce type de chute. Donc, en résumé, permis ou interdit. Dans les interdits, je vous rappelle, interdit de copier, modifier, conserver une épreuve ministérielle, ce qui inclut cahier de l'élève, cahier de l'examinateur, grille d'observation, trace d'évaluation, tout autre document fourni. Donc, on ne garde rien du tout dans notre bureau ou dans un emplacement numérique si c'est des traces numériques. Une fois l'épreuve terminée, c'est vraiment interdit de présenter en partie ou en totalité une épreuve à un élève. Donc, on ne corrige jamais en sa présence, on ne lui présente jamais ça. Et je tiens à préciser que cette restriction n'est que pour les épreuves ministérielles. Dans le cas des épreuves d'établissement, un élève, en vertu du règlement sur les modalités et conditions applicables à une révision d'un résultat, peut consulter son épreuve, mais il doit le faire selon des balises très précises, sous supervision de la direction ou d'un enseignant. Il n'a pas le droit de faire des copies, il n'a que le droit de regarder son épreuve. Donc vraiment, c'est exceptionnel.
Mais dans le cas des épreuves ministérielles, je vais être très clair, en aucun temps, l'élève ne peut avoir accès à son épreuve, la consulter, la voir en totalité ou en partie. Il est interdit de transporter une épreuve en dehors du centre pour des motifs autres que leur archivage. Donc, je vais revenir sur l'archivage, mais vous ne pouvez pas apporter les épreuves à la maison pour corriger. Si vous êtes une personne qui est responsable des examens, vous ne pouvez pas dire ben, je vais l'amener à la maison pour les vérifier. C'est non, c'est non, c'est non. L'épreuve ne sort jamais, jamais, jamais de l'établissement scolaire. Elle est administrée localement, elle est archivée localement et ensuite elle est détruite. Il n'y a qu'une seule exception et j'y viens. Donc, d'abord, ce que vous pouvez faire, évidemment, consulter l'épreuve à des fins de planification pédagogique ou de préparation de l'examen. Cette consultation doit normalement se faire dans des conditions qui assurent la confidentialité. Ça peut être d'aller dans le bureau de la CP, ça peut être de le faire dans le bureau de la direction adjointe, le bureau de la secrétariat aux examens. On n'emprunte pas d'épreuves en général, donc c'est interdit d'emprunter l'épreuve à l'avance. Donc, vous pouvez obtenir votre épreuve jusqu'à une semaine à l'avance, mais idéalement pas plus de 48 heures, mais une semaine, c'est accepté. Si vous avez besoin, par exemple, vous planifiez votre compétence, votre planification pédagogique, vous aimeriez consulter l'épreuve, vous pouvez le faire sous supervision. On ne peut jamais emprunter une épreuve, partir avec une épreuve, aller à son bureau, ce n'est pas permis. Vous pouvez évidemment solliciter l'avis d'un collègue ou de la direction lors de la correction d'une épreuve. Donc, c'est sûr que si c'est des gens qui normalement auraient accès à cette épreuve-là, ben, vous avez le droit de les consulter. Ça peut être pour valider une interprétation d'un critère, pour vous aider à réfléchir quant à la réussite ou non d'un critère, et ainsi de suite. Et finalement, je reviens à mon transporter des épreuves. C'est uniquement lorsque vous êtes dans un bâtiment annexe, donc vous n'êtes pas au bâtiment principal, le bâtiment qui contient les archives, et que vous devez vous déplacer. Donc, vous pouvez le faire à ce moment-là, transporter les épreuves en dehors du bâtiment, mais c'est à condition que ce déplacement-là il soit direct, que les épreuves ne soient jamais laissées sans surveillance. Ce qui veut dire que c'est pas on finit la journée au bâtiment annexe, on rentre à la maison avec les épreuves, puis le lendemain on va au bâtiment principal. Ça, c'est interdit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment dans notre journée de travail, tout simplement se déplacer de l'annexe au bâtiment principal pour aller déposer au bureau des examens et les épreuves. Si ce n'est pas possible pour vous, peut-être votre établissement a d'autres mécanismes, en aviser la direction et à ce moment-là, c'est la direction qui s'assurera du déplacement sécuritaire des épreuves entre les bâtiments annexes et les bâtiments principaux contenant les archives. Où trouver les épreuves ministérielles? Toutes les épreuves ministérielles sont accessibles à certaines personnes vraiment spécifiques dans vos établissements via le site de la sanction des études dans l'espace numérique sécurisé appelé la voûte. Donc, dans la voûte des épreuves, vous allez pouvoir, si vous êtes autorisé à les consulter, à les télécharger, à les imprimer, vous allez les voir. Si vous êtes un enseignant, vous n'avez pas le droit d'emblée de les consulter via la voûte. Vous pourrez donc savoir qui dans votre établissement est autorisé à le faire. Donc, ici, dans l'exemple que vous voyez devant vous, les personnes autorisées par défaut sont direction d'établissement, direction adjointe, conseiller pédagogique et le secrétariat aux examens. Si vous êtes un enseignant, toutefois, vous pouvez vous renseigner si votre programme d'études a une épreuve imposée par le ministère. Pour ce faire, vous allez dans la voûte, donc vous allez pouvoir voir la page que vous avez à l'écran. Vous ne verrez pas les épreuves, mais vous allez pouvoir cliquer sur la liste des épreuves ministérielles par établissement, filtrer en fonction de votre programme ou de votre établissement et déterminer si votre programme a ou pas une épreuve imposée. Dans tous les cas, si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, je vous invite à m'écrire à sanctionfp@cssdm.gouv.qc.ca ou à consulter vos conseillers pédagogiques et membres de la direction. Sur ce, je vous souhaite une bonne évaluation et je vous dis à bientôt.